Mon nom est Sylvain Beaupré, je suis anthropologue de formation. Vous savez, les anthropologues, souvent, on pense qu'ils étudient les cultures étrangères. Moi, la culture que j'étudie, c'est la culture ouvrière, et plus particulièrement celle des mineurs de fond, ceux qui travaillent dans les mines. Mais mon exemple va être assez général. Tantôt, je vais exemplifier avec un exemple sur les mineurs que vous allez pouvoir facilement transposer vous-même par la suite dans votre propre domaine d'expertise. Et je travaille à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Normalement, j'aime pas les gens qui se présentent et qui expliquent leur vie. Dans ce cas-ci, j'ai pas le choix. Vous allez mieux comprendre tantôt, au fil de la conférence, pourquoi je donne ces quelques éléments bibliographiques-là. Moi, mon père, c'est un mineur de fond, puis ma mère, c'est une enseignante. Et le rapprochement qu'on peut faire, c'est que j'enseigne à l'université, puis je parle des mineurs. On voit que Bourdieu, un auteur qu'on verra tantôt, c'est un parfait exemple de reproduction sociale. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on apprend. Vous savez, il y a une polyvalente pas loin de l'université, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Puis les jeunes là-bas, là, ils rêvent pas de travailler en avionnerie, par exemple. Mais ils pensent, certains d'entre eux, tout au moins, ils pensent à devenir mineurs de fond. Puis inversement, je pense pas s'il y a une polyvalente près de Dorval qui pense à devenir mineur de fond, mais ils pensent plus peut-être à travailler dans l'avionnerie. Parce qu'on est un peu conditionné par le lieu d'origine dans lequel on est. Il n'y a pas personne chez nous non plus qui veut devenir pêcheur en haute mer. On est loin de la côte un peu, là. Voyez-vous, donc c'est pour ça que j'en parle rapidement. Donc, je suis anthropologue spécialisé dans l'étude du monde du travail. J'ai été professeur au département d'éducation à l'UQAT, mais je le suis encore, puis responsable du BEPS durant 8 ans. Et le constat que je fais, c'est que la culture ouvrière est négligée par les sciences sociales. Et d'ailleurs, ça se décline facilement. Hein? Quand je fais des demandes de financement dans des grands organismes subventionnaires, bien, vu que c'est seulement des ouvriers, ça ne les intéresse pas. Mais si je parlais des trucs plus à la mode, comme les technologies de l'information, maintenant, aujourd'hui, avec toute la mouvance MeToo, parler d'harcèlement, il y a des thèmes à la mode comme ça. Et les ouvriers, ça n'a jamais été un thème à la mode, malheureusement, à part peut-être dans les années 70, alors qu'il y avait une grosse poussée des études sur le monde du travail de la part d'auteurs marxistes. Et en sciences sociales, ainsi que l'étude du travail en formation professionnelle. Ce que je m'aperçois souvent quand je rencontre des gens en formation professionnelle, des professeurs comme moi qui enseignent à l'université l'enseignement professionnel, c'est qu'ils travaillent sur les stratégies d'enseignement et c'est tout à leur honneur, là, hein? Je ne sais pas un blâme. Ils travaillent beaucoup sur les stratégies d'enseignement, c'est des experts de métier, mais on consulte rarement ce qui se fait en sciences sociales dans le domaine du travail. Moi, mon travail, quand j'enseigne encore en enseignement professionnel, bien que j'en sois plus responsable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail avant. Le travail pour par la suite voir si les gens qui sont dans ma classe aussi ont les aptitudes nécessaires. Donner un exemple. Tu veux devenir mineur de fond et tu es claustrophobe, va pas là. Tu as peur du noir, va pas là. Vous savez, il faut que tu aies des aptitudes. Mais tantôt, je vais en parler. Je n'appellerai pas ça des aptitudes. Donc, au programme, l'étude du monde du travail à l'aide des travaux du sociologue Pierre Bourdieu. Quand que je parle de ça à mes collègues, ceux qui ont lu Bourdieu et qui l'ont compris, sont assez rares, eh bien, qu'est-ce qu'ils me disent? Bien, tu ne vas pas faire lire Bourdieu à tes étudiants. Bien, je leur fais lire, puis en plus, ils s'en servent dans leurs travaux. Fait que je vais essayer par un exercice de simplification nécessaire pour tout le monde, là, de vous présenter Bourdieu et à quel point ça peut être utile, ces concepts-là. La théorie, et l'exposé sera théorique, vous vous en doutez, c'est comme des lunettes que tu te mets. Tu n'as pas de lunettes, tu marches à l'aveugle. Avec une théorie, ça te permet de cadrer exactement sur quoi tu veux travailler et sur quel concept qui t'intéresse. Ça devient plus sérieux. C'est appuyé sur quelque chose. Je parlerai également de l'étude de la perception des risques à partir de quelques auteurs, l'étude de la perception des risques. Et là, je vais arriver avec mon concept de portefeuille de risque et son application en donnant l'exemple des mineurs de fond. Les mineurs de fond, bien, vous avez compris, ce sont les mineurs qui travaillent sous la terre et non pas les mineurs qui travaillent dans des carrières ou des mines à ciel ouvert. Donc, l'étude du monde du travail à l'aide des travaux du sociologue Bourdieu, les concepts d'habitus, de champ, de sens pratique et de sens du jeu, d'illusio. Commencer avec le concept d'habitus. On a tous un habitus. L'habitus, c'est formé de deux choses. Puis vous allez comprendre mon exemple tantôt, ma mère, mon père, tout ça. Là. C'est former des conditions objectives puis des conditions subjectives. Les conditions objectives, c'est quoi? Est-ce que tu as choisi ton lieu de naissance?
Est-ce que tu as choisi dans quel milieu socio-économique tu allais atterrir une fois jeune? Est-ce que tu as choisi ton nom, ton sexe, l'époque où tu allais être né? On n'a rien choisi de ça. Et ce que vous n'avez rien choisi et qui vous a été donné d'avance, c'est ça, les conditions objectives. Les conditions subjectives, c'est quoi? C'est à partir des conditions objectives que vous avez reçues, je reste en Abitibi, je vais à Polyvalente, eh bien, vous allez vous faire une trajectoire de vie. Vous allez vous faire une trajectoire de vie, donc vous allez vous donner des conditions subjectives. C'est le sujet qui se donne une trajectoire de vie. C'est pour ça qu'on appelle ça des conditions subjectives. Ça va? Vous allez voir, parce que quand on incorpore bien ça, il va y avoir des lumières qui vont s'allumer tantôt. Donc, l'habitus, c'est former des conditions objectives et des conditions subjectives. Bon, les conditions objectives, tantôt, si je parlais de moi, c'est pourquoi? Mon père était mineur, ma mère était enseignante. De quoi j'entendais parler, vous pensez, sur l'heure du souper, vous? Bien, d'enseignement puis de mine. Veux pas, ça te conditionne, puis c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, d'une certaine façon. Mais si vous réfléchissez vous-même, puis vous faites une petite introspection de votre propre cheminement, les conditions subjectives que vous êtes données, il y a sûrement un peu de ça. Vous comprenez? Si Robin, que je connais, était bègue, mais très, très bègue, là, je l'ai été récemment, donc je peux rire un peu des bègues. Mais s'il était très bègue, moi, je ne conseillerais pas d'aller en enseignement. Parce que ça va y prendre une demi-heure à dire ce que je dirais en 5 minutes, là. Vous comprenez? Donc, il y a des aptitudes qu'on doit avoir. Hein? Si tu es très, très timide, de façon maladive, bien, tu t'en vas pas en enseignement non plus. Ça soigne, je sais bien, mais c'est peut-être pas le meilleur domaine. Le domaine de champ, c'est quoi? Bien, c'est le métier que vous allez... Le champ, c'est le champ d'activité. C'est le métier que vous allez vous donner. Toutefois, dans un champ, et c'est là que ça bug, c'est là que le monde n'aime pas ça, mais dans un champ, il faut que vous ayez les aptitudes pour y aller. On a parlé de ça. Mais une fois que vous êtes dans le champ, tous les agents, toujours selon Bourdieu, sont en compétition. Mais c'est une compétition qui est souvent inconsciente, là. Ils sont en compétition les uns avec les autres pour avoir le plus de reconnaissance sociale possible. Dit autrement, il n'y a pas personne qui veut exercer un métier et être le fourré de chien de la gang ou le pas bon. Personne ne veut être comme ça. On essaie tous de se situer. Une fois, je me rappelle, j'avais dit ça dans une commission scolaire, j'avais été invité, bon, puis l'enseignante fâchée, parce que j'avais parlé de compétition, puis d'intérêt, puis d'enjeu, puis tout ça, puis elle me dit « C'est pas vrai, ça, monsieur. On n'est pas en compétition chez nous à mon école. » Puis là, à part. Puis elle me dit « Moi, là, quand il arrive des nouvelles enseignantes, là, bien, je les aide à se former. Je leur donne du matériel, puis je les appuie dans leur démarche. Puis tu leur démontres que tu es meilleur qu'elles. Parce que si tu es meilleur que moi, j'ai rien à te montrer, moi. » Est-ce qu'elle se situait? Vous savez, c'est à ce point-là que ce processus-là peut être inconscient. Donc, c'est un espace dans lequel s'effectue le travail, dans lequel il y a des enjeux, des règles, des codes. Vous savez, un des codes dans l'enseignement, c'est le code vestimentaire. On ne peut pas s'habiller comme un mineur de fond quand on va enseigner. Vous savez, on a comme un genre de décorum. Il y a des farces plates qu'on raconte dans les salles à manger sous terre. Raconte-les pas dans une salle du personnel quand tu vas dans l'enseignement. Ça ne passera pas. Vous comprenez? Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, vous, je le sais, vous. Montage de ligne. Montage de ligne. Tantôt, ça va être le fun. On va en parler des risques. Vous allez voir, ce pas les mêmes que chez les mineurs, vous en doutez bien. Moi, je suis directeur dans un centre de formation de nouvelles technologies. C'est commerce, vente, détail, décoration, etc. J'ai déjà essayé de trouver quoi à un moment donné. Mais c'est pas évident. L'électricité. Électricité. Pas monteur de ligne. Électricien de chantier. Électricien de chantier. Bon. Poursuivons. Le sens pratique, c'est issu de l'habitus. Bien, c'est ça le sens pratique, c'est les dispositions que vous devez avoir. Par exemple, monteur de ligne, si tu n'as pas des bons genoux, tu es mieux de peut-être pas aller là. Parce que les genoux sont beaucoup sollicités, tu grimpes souvent. Tu comprends? Mais si tu as des genoux ordinaires, c'est peut-être plus facile de devenir chauffeur d'autobus. Parce que là, tes genoux sont, en tout cas, il me semble, là, sont moins mis à contribution, n'est-ce pas? Puis le sens du jeu. Le sens du jeu, lui, se construit à l'intérieur du champ. Regardez bien. Les jeunes, quand ils arrivent au travail, là, les jeunes travailleurs, ils n'ont pas fini leur polissage, si on veut. Ils ne sont pas encore tout à fait incorporés dans le champ. Moi, je me rappelle, à un moment donné, quand j'ai commencé à enseigner au primaire, je crois, je me suis rendu compte dans la salle du personnel, justement, que il fallait peut-être que je m'habille un petit peu mieux, là. Il y a des farces qu'il ne fallait pas que je dise, puis ils ne parlent pas de politique, puis ils parlent des affaires faciles, le sport, là, les chars, des trucs comme ça, puis pas trop d'affaires trop litigieuses. Hein? Les téléromans.
ou des trucs, là, toutes les téléréalités qui étaient bien à la mode à un moment donné. Mais il y a des choses que tu ne parles pas. C'est que j'ai eu un dernier polissage. C'est ça le sens du jeu. Puis si tu ne l'acquiers pas, le sens du jeu, ben tu ne te sentiras pas bien dans le champ, puis tu vas démissionner. Et c'est peut-être même pourquoi que ça explique qu'il y a comment 30 40 quasiment des jeunes enseignants, après 7 ans de pratique, qui abandonnent. Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de cours de sociologie de l'éducation non plus. Vous savez, dans certaines formations, dans des bacs, par exemple, je pense à l'Espagne, ils ont 3 cours de sociologie de l'éducation. Chez nous, à l'UQAT, savez-vous combien qu'on a? On n'a aucun. Et on a un taux de décrochage des enseignants assez élevé aussi. Vous avez compris que ma présentation est également critique, constructive, mais critique, bien sûr, parce qu'il y a toujours souci d'une amélioration, il me semble. L'illusio, c'est l'investissement nécessaire dans le champ, c'est-à-dire, je décide de m'habiller peut-être un peu mieux quand je vais enseigner, je lâche mes farces plates. L'illusio, c'est l'investissement qu'on va être prêt à donner pour jouer le jeu. Le sens pratique, le sens du jeu. Le sens pratique, quel sens pratique sur les travailleurs au travail? Bien, il faut qu'il y ait les dispositions, tant physiques que mentales. Si c'est claustrophobe, c'est plus de l'ordre mental que physique, pour s'adonner un champ de pratique. Le sens du jeu, c'est comment qu'on apprend le sens du jeu? Bien, le sens du jeu, on l'apprend au travail. Mais le problème avec la santé et la sécurité au travail, c'est que souvent, les plus anciens qui vont te montrer les rouages de la santé et la sécurité au travail, ils vont te montrer en même temps leurs mauvais plis. Quels sont les enjeux, les règles, les codes, les intérêts, les lois dans un site de travail? C'est des questions qu'il faut se poser, ça également, pour comprendre dans quel champ on opère. Puis les limites de la théorie de Bourdieu, ça c'est beau, mais ça ne m'explique d'aucune façon comment on doit conjuguer avec le risque au quotidien. Et c'est pour ça que je me sers d'un autre auteur, une Britannique, celle-là, qui s'appelle Mary Douglas. Donc, l'étude de la perception des risques des auteurs. Le concept de risque est relativement jeune. Il apparaît au 14e siècle dans les assurances maritimes qui se développent. Alors, en Italie, le mot risque vient du latin riscus, qui signifie un écueil. Ben, c'est pas compliqué. Il y avait des compagnies d'assurance à l'époque. Puis ça arrivait que les bateaux allaient s'échouer sur des récifs, des écueils. Et c'est ça qu'on appelait les risques. Le plus grand risque pour les bateaux, c'est de s'échouer sur ces récifs-là. De là vient le mot risque. C'est comme ça qu'on a... L'appellation latine est survenue, est arrivée. Le concept de risque, au départ, c'était beaucoup pour calculer, les enjeux. Un qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est un philosophe, il s'appelle Blaise Pascal. Puis Pascal, lui, il a été mis à contribution, c'est un grand philosophe très reconnu à son époque, il a été mis à contribution parce qu'il y avait un type dont le nom m'échappe, c'était un noble, puis il jouait beaucoup au jeu. Il jouait aux cartes, puis il voulait savoir c'est quoi, les possibilités qu'il puisse gagner ou non. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des calculs du risque. C'est seulement pour l'appât du jeu, de la noblesse, en tout cas d'un membre de la noblesse. Donc, le concept de risque intéresse des chercheurs provenant d'horizons disciplinaires variés, et le définir s'avère ardu en raison de sa grande polyvalence. C'est assez polysémique, ça peut avoir plusieurs sens, parce que selon le contexte, ça peut prendre un sens un peu différent. S'il est surtout abordé sous l'angle des probabilités au cours des premières années, dès le 18e siècle, les auteurs s'aperçoivent de toute l'importance qu'on doit accorder aux facteurs subjectifs dans la gestion du risque, à savoir, souvent quand on étudie le risque, on arrive et on dit, ça c'est un mauvais comportement, puis il devrait faire ça à la place. Puis, on va arriver par la suite, avec les meilleures intentions du monde, bien sûr, et on va dire aux travailleurs, maintenant, tu fais ça. Mais moi, je pense que ça, c'est pas bon. Avant de vouloir imposer ou proposer des mesures pour atténuer les risques, il faut que tu comprennes comment que l'individu lui-même perçoit le risque. Comment il voit ça dans sa tête. Je vais vous donner un exemple. Les mineurs de fond, là, quand ils prennent des risques, c'est pourquoi? C'est parce que s'ils terminent leur cycle de travail, par exemple en faisant du forage, ils vont toucher du gros boni. Puis le boni est plus important souvent, plus que dans une activité de production, c'est-à-dire plus que tu es proche de l'or, par exemple, et souvent plus élevé que le salaire. Fait qu'il faut qu'ils terminent le cycle de travail.
Et si ça oblige de poser un boulon ou 2 ou 3 boulons d'ancrage pour retenir le sol, bien, il va le faire. Donc, il va prendre des raccourcis pour pouvoir toucher la prime. C'est que tu as beau arriver puis dire, ah bien là, vous preniez moins de risques, etc. Mais si tu ne comprends pas l'avidité financière derrière tout ça, les autres, ils vont vouloir continuer à se faire une paye. C'est peut-être bien mieux de moduler le boni, par exemple. Moi, c'est ce que je propose aux mines, pour mettre un peu plus de boni pour les efforts de santé et sécurité sur le lieu de travail. Et tranquillement, cette idée-là commence à faire son chemin. Vous savez, quand j'ai écrit un livre à cet effet, qui s'appelle « Des risques des mines et des hommes », les mines, chez nous, c'est des compagnies qui sont très frileuses, qui acceptent très, très mal la critique, constructive ou non. Et je me rappelle, 2 jours après ma présentation à la radio, il y a un contremaître de mine qui est venu parler à la radio pour dire que tout ça n'était pas vrai. Je le connais, le type, qui n'a jamais eu le temps de lire le livre. Il n'avait pas encore lu ce que je faisais, puis déjà, c'était pas bon. Par la suite, bien là, les gens de santé et sécurité dans les mines ont commencé à lire ce livre-là, puis ils se sont dit, mais en fin de compte, ça donne lieu à des bonnes discussions, puis c'est plate à dire, mais c'est vrai que ça se passe pas mal de même dans les mines. Donc, la réception, quand vous arrivez avec des concepts nouveaux, n'est pas toujours la meilleure. Et les chercheurs en sciences sociales ne manqueront pas de s'intéresser eux aussi aux risques et participeront ainsi à sa construction conceptuelle. Parce qu'avant, c'était surtout des mathématiciens en cause des probabilités, parfois des philosophes, mais c'était rarement des sociologues, des anthropologues ou même des psychologues qui s'occupaient des risques. Il y a un type, un sociologue, Peretti-Wattel, il se demande, lui, s'il est possible de tenir un discours général sur le risque, qui serait à la fois valable pour la vache folle et le sida, les accidents de la route et les catastrophes nucléaires. Je pense pas, parce que le niveau de risque et le type de risque est beaucoup trop différent. Duclos, lui, il croit qu'il adresse des reproches aux ingénieurs, dont celui de ne pas se préoccuper suffisamment du sens que les ouvriers donnent à leur travail. C'est ce que je disais tantôt, c'est l'apport subjective. Il affirme que c'est le facteur humain, poursuivi par l'ingénieur comme la cause des périls, qui est la ressource essentielle d'une saine gestion des risques. D'après lui, le risque se charge de signification sociale dans les rapports de production. Moi, il n'y a rien qui m'énervait plus que l'annonce de la CSST avec, comment il s'appelle, l'acteur Legault? Claude Legault, qui était là, puis « Oh non, faut pas que tu travailles avec une écharpe en avant d'un convoyeur. » Bien, c'est bien sûr, faut pas que tu te mettes une écharpe en avant d'un convoyeur. Vous savez, moi, je suis professeur d'université, puis je suis assez fin pour comprendre ça, là. Mais à chaque fois qu'il y avait une annonce, c'est toujours le travailleur qui est en tort. Moi, je pense pas que c'est toujours le travailleur qui est en tort. Il y a une affaire qu'on a oublié de dire, c'est les impératifs de production. Bien beau dire, prends pas de risque, mais il faut que ça sorte. Nous, là, les meetings de sécurité sous terre dans les mines, va vous montrer, va vous dire comment ça se passe. Ça se passe tout à surface. Puis là, la compagnie, puis ils font pas ça de mauvaise foi, hein? Je les accuse de rien. Mais c'est comme ça qu'ils procèdent pareil. Quand on est à surface, là, on parle des risques, là. Là, ils nous parlent de sécurité, sécurité, sécurité. Puis là, on parle, là, on est galvanisé, sécurité. Puis là, à partir du moment qu'on est sous terre, on ne parle plus de sécurité, là, on parle de production, production, production. C'est un double langage. Et ce double langage-là, c'est une stratégie patronale qui existe depuis des années, des décennies. Par exemple, dans les centres d'appel, qu'est-ce qu'on demande aux filles, surtout des filles qui travaillent dans les centres d'appel? On va leur demander, là, il faut que tu donnes le meilleur service à la clientèle possible, mais il faut que tu répondes à le plus d'appels possible. Tu ne peux pas conjuguer les deux. Donc, l'ouvrier est toujours pris en cause. Et qu'est-ce que je reproche encore à Legault dans sa présentation de la CSST? Il aurait pu dire au moins une fois « Merci aux travailleurs pour tous les risques que vous nous évitez, pour toutes les catastrophes que vous nous permettez d'éviter. » Et ça aussi, ça existe. Mais ça, c'est comme passer sous silence. C'est vrai que le facteur humain peut interférer dans les risques de façon négative, mais de façon positive aussi. Vous savez, il y a eu une catastrophe dans une mine d'or en Abitibi-Témiscamingue où 8 mineurs sont morts. Il y avait un lac en haut de la mine, puis c'est engouffré dans la mine Belmoral, dans les années 80. Mais ça faisait une semaine que les gars disaient à leur contremaître, « Il tombe trop d'eau, là. » Puis dans les derniers jours, ils disaient, hey, « Ça n'a pas de bon sens, on a vu passer un morceau de bois. Il n'y a pas de bois sous terre, ça ne pousse pas les arbres. » Avec ça, c'est pas le travailleur qui est en cause à ce moment-là. Mais c'était tellement riche, cette mine-là, il fallait sortir du minerai. Harrison lui considère les risques au travail comme des occasions pour les ouvriers d'affirmer leurs compétences ainsi que leur identité professionnelle. « Oh, j'ai fait ça vite un peu, mais c'était bon, c'était correct. » Ah, c'est comme une auréole. «
Ah, ben moi, je suis capable de prendre des risques. Ça doit arriver aussi dans les monteurs de ligne, là, j'imagine. On est capable de prendre des risques. Parce C'est que juste ça, prendre des risques, mais c'est le calcul du risque qui est important à l'arrière. le calcul du risque, je vais t'en parler, puis tu me diras ce que tu en penses. Parce qu'on n'a pas le choix éventuellement de faire un calcul du risque. Parce que Non. les tâches de travail. Je donne un exemple. Cet été, j'étais allé sur un grand chantier. Il me disait, bon, ben là, il n'y a pas de mât superposé. Ben oui, mais les monteurs de ligne, si on se fait envoyer des morceaux de pylône au-dessus de la tête par une grue, s'ils ne peuvent pas me l'amener au-dessus de la tête, là, je ne monte plus de pylône. Même pas pour le monter dans tes poches, là. Ben, c'est ça, il ne peut pas arriver par en dessous. Là. Le calcul du risque, oui, je comprends qu'il faut éviter, mais là, il faut regarder plus loin que ça. Il faut regarder, bon, ben, qu'est-ce qui peut causer le risque d'amener un morceau au-dessus? Là? C'est toute l'organisation du travail, en fait. Ben, c'est ça. Mais je pense que la gestion du risque, Hydro-Québec, là, ils travaillent là-dessus, la gestion du risque aussi. Là. Mais ils ont eu des gros problèmes dans les dernières années où est-ce que c'était, comme vous parliez, là, les habitudes des travailleurs. Ce qu'ils voulaient, c'était de changer les habitudes des travailleurs, puis là, ils trouvaient que les travailleurs prenaient des mauvaises décisions. Donc, ils se sont dit, on va prendre toutes les décisions pour les travailleurs. Toutes les tâches de travail prédéterminées d'avance avec des méthodes de travail. Là, ils voulaient sortir une méthode de travail pour toutes. Ils se sont rendus compte après un moment, puis ça fait juste un an, ils ont eu un gain. Ça a diminué les accidents graves. Un moment donné, ils ont pogné un plateau, puis ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin avec ce système-là. Parce qu'il empêchait les gens de réfléchir. C'est aussi, c'est un autre risque, c'est une méconnaissance des dangers. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tantôt que c'est à partir de la perception des travailleurs que là, quand tu vas comprendre comment ils considèrent le risque, que là, tu vas dire, OK, c'est comme ça qu'il faut que je la joue. Parce que sans ça, tu ne le sauras pas. Moi, la meilleure définition que j'ai vue là, de risque, j'ai fouillé, je n'ai consulté des auteurs pour être sûr, mais c'est les compagnies d'assurance qui me l'ont donné. Parce que qui est meilleur qu'une compagnie d'assurance pour évaluer des risques? Et la définition que je vous propose aujourd'hui, vous me direz si ça a du sens, c'est la suivante. Un risque est pris selon les enjeux et les gains potentiels. Je donne un exemple. Je gage avec Robin. Mettons qu'on n'aurait pas vu la game de Calgary Canadien hier. Moi, j'aurais possiblement gagé pour Calgary. Je gage une pièce avec Robin. Robin, il n'a pas plus qu'il faut les Canadiens, mais bon, avec une pièce, il va gager. L'enjeu, la game de hockey. On connaît un petit peu ça sans être trop grand connaissant. Je parle un peu pour toi, excuse-moi. Et puis, le gain potentiel, bien, c'est une pièce, c'est pas trop grave. Bon. Si j'avais gagé 100 pièces, première des choses, je n'aurais pas gagé pour Calgary, puis Robin n'aurait possiblement pas gagé pour les Canadiens. Voyez-vous, c'est comme ça que le calcul de risque se fait, selon l'enjeu, puis les pertes potentielles ou les gains potentiels. Et s'il y a une équivalence, puis si ça se vaut, ah bien là, on va prendre le risque. Puis pensez à vous, à tous les jours, quand vous dépassez une voiture, par exemple, inconsciemment, c'est un peu ce calcul-là qu'on fait. Selon l'ergologue Pierre Trinquet, il se présente parfois des situations où l'infraction au règlement est permise par l'employeur si elle augmente la productivité de l'ouvrier. Tu sais, si tu dynamites à tous les jours dans le fond de ta galerie puis ça avance bien, là, même si ça t'arrive de poser 2-3 boulons d'ancrage, les rockboats, les bineurs appellent de moins, là, regarde, l'or sort, là, on ne chialera pas trop après toi. Le risque au travail apparaît alors comme un élément naturel, valorisé et incorporé au métier. Le travailleur s'entoure d'un auréole de virilité et de prestige. Ben oui, moi je casse à tous les jours. À tous les jours, je casse, puis je fais du gros bonus. Oui, vous savez, il n'y a pas si longtemps dans les mines, et ça date du 17e siècle, c'est-à-dire des années 1600 dans les mines sud-américaines, à Potosi, en Bolivie. Avant, là, à chaque mois, parce que c'est à chaque mois que tu as ton boni, ton bonus, que les mineurs appellent, ils affichaient. Robin est arrivé le premier, je suis arrivé le deuxième, tu es arrivé le troisième, quatrième, cinquième, sixième. D'habitude, c'était moi le premier. Comment c'est que tu es arrivé le premier, ce coup-là? Je ne sais pas si tu le sais, mais le prochain mois, là, mon partenaire, il a d'affaires à suivre, là. Parce que moi, je vais le dépasser, Robin. C'est moi le meilleur mineur, c'est pas lui, c'est moi. Puis tu dis la même chose, hein? On se dit toutes la même chose. Et ça, d'attiser comme ça la compétitivité, on comprend que c'est peut-être pas bon pour gérer le risque, hein? Les différents auteurs consultés, nous retenons que l'étude du risque au travail ne doit pas seulement s'appuyer sur les conditions objectives, mais également sur les perceptions qu'entretiennent à leur égard les ouvriers. Je le répète souvent, c'est parce que c'est complètement négligé. C'est complètement négligé. Dans le mieux des cas, on va vous faire remplir un petit questionnaire. Des questions préparées d'avance, bien sûr.
puis on s'attend à peu près à tel type de réponse. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure façon. La meilleure façon pour poser des questions aux gens, pour avoir la vérité, c'est de faire des entrevues, puis de les laisser parler. Parce que c'est prétentieux un peu, un questionnaire. Parce que c'est dire que j'ai déjà toutes les questions essentielles à poser pour avoir des réponses. Tandis qu'une entrevue, tu peux laisser à personne. Tu ne coches pas satisfait, très satisfait, insatisfait, là. Là, il faut t'expliquer pourquoi tu penses comme ça. Et là, on va trouver des réponses, on va trouver des clés favorables à la réussite. De façon plus générale, nous définissons le risque comme l'agencement de la probabilité qu'un événement se produise et de l'enjeu qui est en cause. On a parlé tantôt. En fait, le comportement risqué au travail relève d'un sens pratique qui s'actualise dans le choix de stratégie. Il y a des mineurs qui m'ont... La grande majorité des mineurs que j'ai interrogés m'ont tous dit une chose. Ils m'ont tous dit, on prend des raccourcis sur le plan de la sécurité pour toucher notre boni. Mais Sylvain, c'est des risques calculés. Calculés, mais ils ne font pas tous le même calcul, en tout cas. Devant un risque, le travailleur adopte essentiellement une stratégie selon 2 critères. La probabilité estimée qu'un événement puisse se produire. Les Canadiens vont-tu gagner? Ils vont parler. Et l'enjeu en cause, soit les gains qu'il peut réaliser et les pertes qu'il peut encourir. Ça se tient pas mal, hein, comme définition du risque. Et ça, si je ne l'ai pas inventé, c'était fortement inspiré, en fin de compte, des compagnies d'assurance. Parce qu'eux, elles gèrent le risque au quotidien. Oui, monsieur. Mais ça va toujours exister, là. On ne peut pas travailler là-dessus. Moi, je fais toujours la même présentation à mes élèves. Quand vous allez sortir de l'école, il va falloir que vous décidiez sur une ligne continue où est-ce que vous voulez vous situer. Est-ce que vous voulez vous situer proche de la mort ou situé jusqu'à un certain point où on ne fait aucune activité de travail? Il va falloir qu'ils décident. L'équilibre. Pas l'équilibre, mais qu'est-ce qui est prêt à accepter? Mm-hmm. Je donne un exemple. Présentement, il y a beaucoup d'accidents sur les lignes de transport. Il y a du monde qui quitte le travail et qui s'en va dans un autre métier parce qu'ils savent que c'est dangereux et ils n'acceptent pas de prendre des risques. Puis il y en a d'autres qui vont rester là. Il y a des compagnies qui ont des hauts taux d'accidents puis d'autres qui sont extrêmement sécuritaires. Il faut toujours décider jusqu'à quel point où est-ce qu'on aime se situer. Je sais que quand je regarde, les plus jeunes ont toujours tendance à se situer plus bas. Donc le risque, il n'y en a pas de risque, on se sent invincible. C'est plus dangereux, ça. Ben oui, il y en a 2 qui sont dangereux. Tu as le jeune, puis le plus vieux. Que les mauvais plis. Qui a les mauvais plis à l'extrême, puis que là, il va arriver une erreur, puis dans le milieu, on est quand même pas si mal. Mais je pense que c'est quand même dans la nature humaine que les plus jeunes ont l'impression d'invincibilité. Mais chaque personne doit être capable de prendre une bonne décision, par contre, sur où est-ce qu'ils vont se situer. Si on ne connaît pas les vrais dangers, on ne pourra pas faire un choix éclairé. Mais là, le problème est peut-être l'organisation du travail. Mais ce que tu dis est vrai aussi dans le domaine minier, tu vois. Parce que quand une mine ouvre, là, présentement, le phénomène des baby boomers, j'apprends rien à personne ici, il y a un gros changement de la main-d'œuvre et ça touche tous les métiers et celui des mines également. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est une augmentation des accidents sous terre. Mais pourquoi on n'entend pas beaucoup parler? C'est que pour le domaine minier, la déclaration des accidents est faite sur une base volontaire. C'est que moi, je suis contremaître, Robin m'arrive et il me dit « je me suis cassé un doigt ». T'en as un autre. Puis là, je fais une farce avec ça. Regarde bien, mon Robin. Tu ne vas pas aller déclarer ça à CSST, toi, là. On va te payer. Tu vas rester 3 semaines, là, dans le lunchroom. Bouge pas de là. Tu travailleras pas. Puis ta paye va rentrer. Faut pas te plaindre pour un petit bobo après le toit, Robin. Puis après ça, après un an, il bombe le torse puis il dit 100 000 heures sans accident. C'est pas vrai, ça. C'est pareil en montage de ligne. Vous savez, quand je dis ça dans un public où il y a des dirigeants miniers, là, c'est rare qu'ils applaudissent beaucoup à la fin. Mais dire la vérité, c'est un risque à prendre, hein? Mais je l'ai bien calculé, je suis syndiqué, c'est correct. La position sociale, les valeurs et les croyances interfèrent de façon transversale dans le jugement posant en situation de risque. Elles influencent l'évaluation des probabilités et de l'enjeu durant tout le processus de prise de décision au bout duquel aboutit une stratégie. Là, je viens de parler de tes jeunes, en fin de compte. Parce que la position sociale, le vieux, le jeune, tu me disais en fin de compte qu'ils se ressemblaient. Mais tu sais, si tu es reconnu comme un bon travailleur, puis que tu es reconnu par tes pairs, tes collègues, puis tu es reconnu également par l'employeur, tu n'as peut-être pas d'affaire autant à te prouver, tu vois? Donc, à prendre des risques. En tout cas, dans le domaine minier, là,
Ça ressemble pas mal à ça. Je ne peux pas parler des autres champs d'activité. Excusez-moi de me limiter à ça, mais je pense que vous êtes capable de transposer la chose pour votre propre métier. J'aimerais éventuellement aller voir d'autres métiers, mais écoutez, c'est le temps qui me manque, là, puis il faut que j'enseigne à travers ça. Hein? Je te dis, je fais même des liens avec l'administratif. Est-ce que tu prends des risques ça, de plainte? Est-ce que je pose le geste ou non par rapport à un parent, par rapport dans les commissions scolaires? C'est du risque continu, puis c'est quoi le gain? Vas-tu me faire poursuivre ou pas? On observe une tendance qu'actuellement, ils ont plus peur d'avoir peur. Ils ont peur de la peur. Là. Oui, là, ça c'est... Moi, je veux vraiment 2 niveaux de santé et sécurité. C'est ça. Mais avec la loi C-21, les gens peuvent se faire poursuivre. Là. C'est ça. Il y a comme eu une tranche de gestionnaires que là, ils ont peur de se faire poursuivre. Là, ils imposent des décisions en matière de santé et sécurité, mais la sécurité du travailleur, au bout du compte, ils en ont. Ça ne veut pas dire que la décision va améliorer la sécurité, mais elle se protège. Moi, je suis protégé. On voit ça dans les achats d'équipements de sécurité. Là, avec les achats d'équipements de sécurité, ça, là, ça va résoudre ton problème. Oui, le vendeur t'a dit que ça résout ton problème, mais tes travailleurs, ça l'empire, tu les mets plus à risque. Oui, mais moi, j'ai fait de ma part. J'ai pris une décision, puis j'ai réglé ça. Je trouve vraiment qu'il y a un gap entre, parce que je suis dans le comité de santé et sécurité, puis j'ai des élèves. Tu sais, des fois, les vendeurs, ils viennent vendre des équipements de sécurité. Là. Mm-hmm. Puis là, regarde ça, c'est notre nouveau coulisseau. Ouais, il ne marchera pas. Comment ça? J'ai dit, sais-tu le laboratoire que j'ai dans le cours? C'est des étudiants qui ont des chutes. Là, c'est à chaque année, c'est 3-4. En partant, ils dérapent, puis ils tombent pendus dans la corde. Je sais comment ça marche, les systèmes. Fait que vous autres, oui, tu l'as testé avec un mannequin en bois, pas de bras, puis ça ne marchera pas. Mais tu sais, quand notre opinion, tu sais, elle n'est pas trop prise en compte. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je parle de ça depuis tantôt. C'est la perception du travailleur face au travail. Parce que c'est lui qui possède la culture du métier. C'est pas l'employeur. Et des fois, quand on prend un travailleur et on en fait un contremaître, on dirait qu'il oublie tout ce qu'il avait appris, puis là, il est rendu du côté de l'employeur. J'ai vu ça, en tout cas, dans certains domaines. C'est le pire aussi. Tu sais, tu te rends compte que oui, tu as connaissance de sécurité. Puis moi, j'ai vu quand je suis rentré dans le métier du montage de livres, là, le monde me comptait. C'était des affaires de famille. Là. Son père, son oncle, son frère. C'était du monde qui était tombé dans la boucle. C'était normal. Là. Mon oncle il est mort, il est tombé en boucle. C'était normal dans le temps qu'il tombait. Je suis sûr que dans les mines, les accidents. Bien, chez nous, dans les mines, sais-tu comment ça a amélioré la santé et sécurité de travail? C'est au nombre des morts. Ouais. Plusieurs morts, à un moment donné, il a dit il faut partir une équipe de mine rescue, c'est-à-dire de sauveteurs miniers. Après ça, un autre gros accident. Bien là, il faudrait peut-être bien faire une carte de travail pour lui dire à peu près comment organiser le travail. Là. À chaque fois qu'il y a une catastrophe qui meurt plusieurs mineurs, soit sur 2 ans, ou des catastrophes, en Abitibi, on était chanceux, ils ont été assez rares. 12 morts une fois, 8 morts l'autre, 3-4 morts de la shot. Vous savez, la mort rôdait dans les galeries à une certaine époque, comme si ça n'avait pas de possible. Bien là, quand il y a des gros accidents, là, ils opèrent. Là, ils font un petit quelque chose. Présentement, bien là, il y a une carte de travail. C'est le procureur Perron qui a parti ça. Et puis ça, c'est pas mauvais. Parce que là, il faut que tu coches qu'est-ce que tu as à faire. Puis si tu vas voir ton boni, il faut que tu ailles mettre mis toutes tes rockboats. Et ça, c'est pas mauvais. Mais pour qu'on soit obligé qu'il y ait des catastrophes pour nous faire bouger, moi, je trouve ça... on pourrait peut-être travailler en amont. Vous comprenez pourquoi je travaille en amont puis je m'intéresse à la culture du travail davantage? Parce qu'il faut aller le faire, ce travail-là. Il faut étudier le métier, le comprendre pour par la suite en déterminer les enjeux. Nous croyons que le risque au travail est socialement construit et qu'à l'intérieur des différents champs d'activité, les métiers différents donc, des éléments sociaux et culturels imprègnent les significations des risques échafaudés par les travailleurs. Tu sais, comment dire, le sens qu'on donne aux risques quand on travaille dans une mine, c'est très différent. Et selon, des fois, comment dire, selon notre expérience, selon même notre culture nationale. Les immigrants, quand ils arrivaient dans les mines en Abitibi-Témiscamingue, ils étaient prêts à prendre tous les risques possibles parce qu'ils ne voulaient pas retourner dans la misère. C'est des Européens de l'Est, pour la plupart. Là. Ils fuyaient la misère, les guerres civiles, la guerre. Ils ne veulent pas retourner l'autre bord. Puis la compagnie, là, même si ce n'était pas vrai, elle faisait toujours planer l'idée, toi, si tu ne fais pas ton travail, on te retourne chez vous. Là. Ça fait qu'étais-tu prêt à prendre des risques, vous comprenez? Tandis que les Canadiens anglais, les Canadiens français qui, eux, travaillaient avec eux, bien, ils étaient plus durs à rudoyer, puis ils étaient plus durs à faire avancer à la baguette, vous comprenez? L'étude de la perception des risques, le concept de portefeuille de risque. Mais là, on arrive au cœur, enfin, de notre présentation. La madame qui a travaillé là-dessus, c'est une professeure d'université qui est morte, je pense, maintenant, Mary Douglas. Elle pense que les individus
appréhendent les risques selon leurs valeurs, leurs croyances et leur position sociale. Un individu choisit de craindre certains risques tout en ignorant les autres, et cette sélection s'opérant en fonction de sa position sociale, de son système de valeurs et du champ de pratique auquel il appartient. C'est sûr que des risques qu'on va choisir de prendre dans les mines que dans un autre domaine, on ne penserait même pas à les faire. Vous savez, aller mettre un bâton de dynamite, exploser à la chute pour être sûr que le minerai passe. Je ne suis pas sûr que tu te servirais beaucoup de dynamite quand tu fais du montage de ligne ou vous êtes... en mécanique, ça doit être assez rare, la dynamite, j'imagine. Là. Mais tu sais, nous autres, on travaille, là, bien, nous autres, parce que j'ai travaillé un peu dans les mines, là, mais tu sais, travailler avec de la dynamite, ça fait partie de la game. Puis tu sais, des fois, les bâtons dynamiques suintent. Puis quand ils suintent, là, si tu le cognes bien fort, il risque d'exploser. Mais tu sais, on est habitué. Moi, j'ai vu des photos, mon frère me racontait récemment qu'à l'époque, à cette heure, les bâtons de dynamite, il faut que tu rentres une amorce dedans, un cap, une fuse, là. Puis là, tu mets le courant, puis ça pète. Mais avant ça, c'était ça marchait avec une mèche. Puis mon frère, il me dit, ben oui, la dynamite rentrait, on s'assoyait dessus, puis on fumait une cigarette. Les planteurs de poteaux font beaucoup de dynamitage. Ouais. Les caisses de dynamite, là, des fois, c'était le banc du truck pour le troisième passager qui n'avait pas de ceinture. C'était ces caisses de dynamite entre les deux bancs. J'espère qu'il ne prend pas trop de bosse. Parce que quand les bâtons soignent, c'est pas des farces, là, tu prends une trop grosse bosse puis tu t'exploses, là. C'est pas plus compliqué que ça. En choisissant un mode de vie et un métier, il accepte du même coup de courir certains risques. C'est sûr qu'avant d'entrer sous terre, tu sais quel risque il va avoir. Le plus gros risque sous terre, c'est les risques d'éboulement. Tu sais là, que tu regardes ton plafond. D'ailleurs, quand un jeune mineur arrive sous terre, là, il est un peu fou. Il regarde partout. Puis j'étais comme ça. Tu regardes à terre, voir s'il n'y aurait pas un trou. Tu regardes un peu le plafond, les côtés. Un vieux mineur, là, il ne regarde pas partout comme ça. Il marche, puis il regarde en haut comme ça. Parce que les éboulements ne viennent pas des côtés, ils viennent du plafond. C'est que seulement par le regard qu'il porte. Et d'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse, si jamais vous rencontrez un mineur de fond, là, vous remarquerez, il ne vous regardera jamais comme ça. Là. Il va vous en regarder juste un peu comme ça. Juste un petit billet dans le regard. Puis pourquoi qu'il fait ça, selon vous? Parce que s'il était sous terre, là, il vous éclairait dans le visage, puis vous ne verriez rien. Ça fait que, tu sais, ton métier, tu l'incorpores, puis tu le transportes même rendu à la maison chez vous, là. Pensez aux enseignantes. Moi, ma mère enseignait 36 ans de temps. Je ne sais pas si vous le savez, mais rendu chez nous, c'était encore une salle de classe. Là. On marchait, c'était assez sévère. Tu sais, ce métier-là, on l'incorpore tellement qu'une déformation professionnelle, c'est ce qu'on appelle ça souvent, puis ça nous suit toute notre vie. Et c'est ça qui fait notre habitus, en fin de compte. Donc, toi, quand tu t'es en allé monteur de ligne, tu savais bien que tu n'allais pas travailler dans les profondeurs de la Terre, mais en hauteur. Ça fait que tu avais intérêt à ne pas avoir trop le vertige, par exemple. Tu sais, je resterais prudent là-dedans parce que je ne peux pas présumer d'un travail que je ne connais pas. Chaque personne possède donc son portefeuille de risques qui est à l'image de ses valeurs. Bien, c'est sûr. Quand je travaille sous terre, là, le risque, c'est qu'il me tombe une roche à la tête ou qu'il y ait un trou ouvert puis que je tombe dedans. Des principaux risques, là, c'est ça. C'est pas le même risque que tu en mécanique, là. T'as-tu peur de tomber d'un trou quand tu travailles, toi? Non. Aucune roche te tombe sur la tête? Toi non plus? Vous non plus? Puis toi? J'ouvre une parenthèse ici. Si vous étudiez n'ont pas de travail, envoyez-moi tout ça en Abitibi-Témiscamingue. On manque de travailleurs comme ça, pas de bon sens. Il y a des projets miniers présentement qui ne partent pas parce qu'il manque de travailleurs. C'était ma parenthèse. Comment dire, j'essaie de vendre un peu ma région en même temps. Là. Puis les salaires, là, dans les mines, sont pas bons. Ils sont excellents. Les mécaniciens, nous, le problème qu'on a avec, là, c'est qu'il n'y a plus d'un Canadian Tower de ce monde puis d'un petit garage parce qu'ils ont le double du salaire quand ils vont travailler à la mine. Où tu penses qu'ils vont, toi? C'est toi qui es pas. Il n'y a plus personne qui est installé. Mais tu sais, tantôt, tu as parlé mon oncle, ma tante, pas ta tante, ton oncle, mon frère, tout ça. C'est ça la reproduction sociale. Si mon père avait jamais travaillé sous terre, puis on était resté dans le centre-ville de Montréal, j'aurais jamais travaillé sous terre. C'est ça la reproduction sociale. Vous savez, j'ai un poste à l'université maintenant, mais ça faisait 3 fois que j'ai postulé à des places de différentes universités, puis j'avais pas eu le poste. Puis le 3e coup, j'ai dit à ma femme, ça marche pas, là. Pas compliqué, je retourne en dessous de la terre, moi. Je vais en faire de l'argent. Je ne resterai pas là à la maison à me tourner les pouces, c'est pas vrai, là. Des conditions qui nous obligent parfois à
agir comme ça. Et je savais à quoi je m'attendais. Je savais c'était quoi les dangers. Ça, il faut que tu le saches. La première fois que j'ai descendu sous terre, j'avais 15 ans, c'était tout à fait illégal. Et quand je suis arrivé sous terre, je vous le jure, c'est pas de la bravoure. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis pas genre à vouloir me mettre de l'avant et dire que je suis fin. Mais j'ai pas eu peur, pas en tout. Puis je sais qu'il y en a qui auraient eu peur. Pourquoi? Ça fait depuis que ça d'eau, j'entendais parler de mine. Puis quand je suis arrivé là, j'étais tellement fier d'être comme mes oncles, mon père puis mes frères, que c'était ça la chose qui m'a traversé en tête. Ça sent comme les galeries que je fais dans la neige. Parce que c'est vrai, ça sent beaucoup l'humidité. C'est la seule chose qui m'a traversé l'esprit. Jamais j'ai eu peur. Jamais. Parce que mon habitude, c'était... J'avais déjà le sens pratique. Et ça, c'est plate, mais ça se passe souvent d'un individu à l'autre. Puis l'individu à l'autre, bien, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre frère. Comment vous connaissez de garagistes que se refile ce garage-là de père en fils? Des dentistes, des médecins. Moi, mon mécanicien, là, on est rendu à la 3e génération de mécaniciens. Puis là, il vient d'avoir un bébé, il faudra parier qu'il va devenir mécanicien. La perception individuelle du risque est déterminée par la culture du risque propre à chaque champ. On comprend que le risque n'est pas pareil d'un métier à l'autre. Les individus pèsent le pour et le contre avant de prendre une décision risquée. Ils comparent les avantages et les dangers liés à l'action. Écoute, tu dis, bon, là, il faut que je pose moins de bottes parce qu'il faut que je finisse ma ronde, mais tu ne peux pas laisser une roche branlante en haut de ta tête, là. Tu es mieux de ne pas finir ton cycle. Tu sais, c'est dans ce sens-là que le risque est calculé. Lui, il est trop dangereux. Puis comment pour déterminer les éboulements? C'est pas compliqué. Tu as une barre de fer, là, puis tu cognes au plafond. Bien, tu ne te mets pas en haut, là, mettons, un peu de côté. Puis tu cognes au plafond. Quand ça fait bing, 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 c'est dur. Puis quand ça fait boum, 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 un son sourd, mets une botte. La roche est sur le point de tomber. Puis une roche d'une tonne qui vous tombe dessus ou une demi-tonne, vous êtes mort. Hein? La thèse de Douglas et Wilawski avance que les membres d'une communauté partagent une même culture, communauté de travailleurs, à l'intérieur de laquelle on retrouve des notions de risque bien enracinées qui influencent leur perception. Le risque est donc culturel. Ben oui, le risque est culturel parce que ça fait partie de la culture du métier, la façon qu'on gère les risques au quotidien. La culture du groupe fournit à l'individu les fils qui structurent sa perception des risques. Oui, hein, il faut finir notre cycle de travail, on en met moins de rockboat. Ainsi, les représentations du risque ne sont-elles pas homogènes au sein de la population? Elles varient selon l'appartenance à un champ spécifique. On l'a dit tantôt, qu'on soit mécanicien, monteur de ligne, mineur, plombier, on n'a pas les mêmes risques. La théorie de Douglas cherche à expliquer l'irrationalité supposée des individus exposés au risque. Parce qu'on a souvent dit, tu n'as pas réfléchi. Non, tu as peut-être réfléchi, mais tu as mal jugé le risque. Ce n'est pas tant de l'irrationalité. C'était réfléchi, mais mal pensé. Elle démontre que nous filtrons l'information reçue à propos des risques pour l'adapter à notre système de valeurs et à nos croyances, à la base de notre culture. Vous comprenez que si vous prenez jamais de risque, vous drillez, là, puis vous prenez jamais de risque, vous blastez peut-être bien 2 jours sur 5, vous allez faire rire de vous dans la salle à manger. Là. Ils vont dire, hey, il y a de l'air dur le terrain dans ton côté, hein? Puis le gars, il travaille juste à côté de chez vous, quasiment, là, de ta ronde de travail. Là. Ça a de l'air dur. Là, tu vas faire rire de toi. Puis à longue, ben, tu vas t'écœurer, tu vas dire, ben moi, je vais aller faire autre chose, je ne suis pas capable de faire ça. Ou le contremaître va se rendre compte que tu n'es pas assez productif, il va dire, regarde, tu n'es pas assez bon, on te change de place. Syndiqué ou non, tu changes de place. Parce que de l'or, il faut que ça sorte. Mais, il y a juste une petite parenthèse. Oui. Il n'y a pas le facteur connaissance ou du moins background d'éducation, peu importe, qui serait un facteur influent aussi là-dedans? Dans l'évaluation des risques, c'est marqué, bon, les valeurs, les croyances, la culture, etc. Mais les connaissances en tant que telles, si moi je rentre dans une mine, tu me dis, on va percer ça, on va faire ça pour mettre un bâton de dynamite dedans. Tu dis, parfait, moi j'arrive là avec la drill, je perce. Mais j'ai pas la connaissance de qu'est-ce qui peut me tomber sur la tête ou qu'est-ce qui peut m'arriver. Mais si tu n'as pas la connaissance du métier, tu ne seras pas capable de faire un calcul du risque non plus. Effectivement, c'est pour ça que je dis que la connaissance peut influencer ou... Bien sûr. C'est pour ça que les jeunes mineurs qui n'ont pas beaucoup de connaissances vont prendre des risques qu'ils vont croire calculés, mais qui l'auront été sur des mauvaises bases. Tu as parfaitement raison. C'est pour ça que quand tu commences dans un métier plus dangereux, tu sais, quand tu commences sous terre, là, ils ne te mettent pas à driller. Hein? Tu peux être sûr parce que tu ne seras pas assez payant, c'est pas compliqué. C'est qu'ils vont te faire pelleter des petits trucs. Au début, là, les 2 premières semaines, c'est quasiment une visite de la mine que tu fais. C'est pas compliqué. Ils t'essayent à différentes tâches pour que tu fasses le tour de la mine un peu. Puis là, ils disent, bon, lui, il a de l'air fiable.
on va le mettre tout de suite sur le transport. Là, tu vas aller livrer le matériel au gars. Puis là, tranquillement, bien là, tu t'es habitué à te promener dans une galerie avec un gros camion. Puis on va te dire, on va t'offrir, ça te tente-tu de tirer de la moque? C'est-à-dire, tu vas aller chercher le minerai puis tu vas aller le domper quelque part. Là, tu t'approches des activités de production. Le bonus augmente beaucoup. Là. Puis quand tu fors puis tu fais blaster le minerai pour que le gars avec le camion vienne le chercher, là, tu es en plein cœur du minerai, si tu veux, c'est là qui est le plus payant. Et quand tous les mineurs d'une mine disent « on ne va pas là parce que c'est trop dangereux », qu'est-ce qu'ils font? On appelle les contracteurs. Les contracteurs, eux autres, c'est une façon d'externaliser le risque, en fait. Les contracteurs, eux autres, vont y aller. Mais les contracteurs, comment ils sont payés? Je vous donne un chiffre, c'est pas le bon. Si un mineur est payé 25$ de l'heure, il gagne plus que ça, là. S'il gagne 25$ de l'heure, le mineur de compagnie, le gars qui travaille pour les contracteurs, lui, va en gagner 20. Mais son boni va être beaucoup plus élevé, par contre. Ça fait qu'il est conditionné par l'employeur à aller prendre des risques. C'est pour ça, tantôt, je parlais de l'organisation du travail. L'identification des risques, il n'y a pas bien d'autres moyens que par les accidents qu'il y a eu et les rapports de passé proche. À part ça, c'est en regardant les accidents qu'il y a. Bien, c'est à l'expérience. C'est à l'expérience, effectivement. L'expérience des accidents qui dit qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. C'est l'expérience des accidents. Ah oui. Des passé proche. Puis l'expérience tout court, tu sais. Tu peux pas arriver à quelque part, par exemple, moi je m'en irais d'une mine, je ne pourrais pas aller évaluer les risques, je connais pas. Ben non. Mais vous, qui êtes un expert du métier, là, tu es capable de dire, c'est pas compliqué, à quoi je veux finir après la présentation, là, c'est que tu dis, c'est vrai, il y a des risques proprement au métier qui n'est pas propre aux autres. Tu fais le listing. Après ça, tu vas voir des travailleurs. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils pensent de ces différents risques-là. Puis d'après la vision, eux, leur perception qu'ils ont des risques, tu adaptes un programme de prévention à partir de leur perception. Parce que si tu arrives même avec les meilleures intentions du monde, mais quelque chose qui n'a pas été, qui ne vient pas de la culture du travailleur, ça ne marchera pas. Bien, ça va marcher, mais à moitié, puis à un moment donné, on va l'oublier, puis on va tasser ça de côté, puis on va continuer comme on le faisait avant. Elle démontre donc la théorie que nous filtrons l'information reçue à propos des risques pour l'adapter à notre système de valeurs, à nos croyances, à la base de notre culture. Dans une même population, les critères d'acceptabilité du danger fluctuent chez les groupes qui s'adonnent à des champs d'activité différents. Je pense que ça s'explique assez bien. Mary Douglas affirme qu'un même risque est perçu de façon différente par divers groupes de population et, de surcroît, que tous les risques doivent être envisagés dans une perspective relevant à la fois du social, du culturel et de l'économique. L'économique, je vais faire du bonus. Du culturel, ça fait partie de l'apprentissage du métier. Puis du social, bien, quand je vais m'asseoir dans la salle à manger, je n'ai pas envie d'être le fourré de chien de la gang. Moi, je me rappelle quand ils venaient chez nous, là, de la parenté, des oncles qui venaient de la construction, des cultivateurs, etc., qui venaient à la maison. Mon père et les autres oncles là, qui travaillaient dans les mines, là, il y avait comme une auréole de virilité naturelle qui leur apparaissait en haut de la tête quand les autres arrivaient. Parce qu'ils disaient hey, « tu vas travailler sous terre, il faut être brave. Hein? » Puis là, mes oncles puis mon père, ils se gossaient, puis ils disaient ah, « oui, puis on fait du bonus à part de ça. » Puis là, ils prenaient les expressions les plus incompréhensibles possibles. C'est le « j'ai slashé à ronde puis drillé 3 bottes au bac. » Le bac, c'est pas en arrière, c'est au plafond. Puis slasher, ça veut dire que tu as agrandi ta galerie. Mais ils prenaient plein d'expressions pour montrer en plus. C'est dangereux, mais ça demande beaucoup d'expertise. Ce qui est vrai d'ailleurs, comme dans tous les champs d'activité, vous le savez. C'est que eux, ils trouvaient que c'était, les étrangers, si on veut, ils trouvaient que c'était très dangereux de travailler sous terre. Mon oncle, mes oncles, mon père, j'étais tellement là-dedans que c'était plus dangereux. Là, ça faisait partie de leur quotidien. Il y avait une forme de résignation derrière tout ça, mais je vais en parler tantôt. En outre, les individus rapprochent les risques et les avantages qui peuvent y être liés. Douglas estime que les perceptions du risque sont en réalité enracinées dans les groupes sociaux et les cultures. C'est profond en nous, ça. C'est profond en nous qu'il faut faire du boni, par exemple. C'est profond en nous qu'on peut prendre tel risque, puis c'est calculé. C'est enraciné. Ça fait partie de la culture du travail. La capacité des individus à conjuguer avec les risques représente une aptitude culturelle. Par conséquent, si on suit le raisonnement de Douglas, la culture ouvrière joue sur la perception des risques au travail. Et quand on veut faire changer la perception du risque par les mineurs, on va améliorer la gestion des risques, il faut connaître la culture ouvrière, faire le portefeuille de risques, puis savoir comment que les mineurs considèrent les différents éléments qu'on va y regrouper. Parce que, à un moment donné, c'est la CSST,
la CSST ou l'IRSST. Je donne une conférence à Montréal dans le congrès de Lac-Phase. Puis là, j'entends parler qu'ils vont envoyer une fille en Abitibi-Témiscamingue interroger des mineurs. Puis je suis pas macho, je vous le jure. Là. J'ai une femme puis une fille qui me le rappellent assez qu'il ne faut pas que je sois macho. Mais t'envoies une femme dans un monde de mineurs. En plus, je ne suis pas raciste non plus. Elle a la peau noire, elle est congolaise. Ça fait 1 an qu'elle est arrivée ici. Puis elle parle avec un accent prononcé. Comme nous, pour les Français, on a un accent prononcé. Moi, je suis allé la voir après. Elle me faisait tellement pitié. J'ai dit, sais-tu où tu t'en vas, là? Là, tu t'en vas d'un monde d'hommes. Voir une femme arriver, ça va y faire rire. Quand elle a la peau noire, ça va y surprendre, on va te dire une chose. Ils vont te bullshiter pas à peu près, là. Moi, ce qui m'a aidé le plus quand je faisais de la recherche sur les mines, savez-vous, c'est quoi? C'est ma connaissance du métier. Une connaissance très relative, mais j'étendais ma culture ouvrière en masse, en masse. Ça fait que là, il ne pouvait pas me bourrer parce qu'il ne savait pas à quel point je connaissais le métier. Je ne connaissais pas tant que ça, pour dire vrai. J'ai passé plus longtemps avec une pelle dans les mains qu'à conduire un camion, pour être sûr de ça. Mais ça, je ne le disais pas. Puis partout où je suis allé, que ce soit en France, en Belgique, en Angleterre, au Chili, au Manitoba, en Ontario, au Québec, je lui disais tout le temps, « Ah ben ouais, j'ai déjà travaillé avec une mock machine comme ça. Moi, j'aimais bien les MCO, ils étaient meilleurs, ils étaient plus stables. » Je savais que les gars, ils répétaient ça tout le temps. C'est que j'ai répété ce que j'ai entendu. Elle dit, « Ah, c'est vrai, ça, tu connais ça, les mines, tout le monde. » Puis ça, on ne parlera pas de ça. Parce que là, je n'avais pas long à dire non plus. Mais c'est comme ça que c'était une proximité que j'ai créée. Parce que ça devient que c'est plus un chercheur qui parle avec un travailleur, mais c'est comme 2 travailleurs qui échangent sur le travail. Ils ne savaient pas à quel point je n'étais pas un travailleur, en fin de compte. Mais cette proximité-là m'a permis d'aller chercher des informations qui étaient concluantes. Le choix d'un mode de vie plutôt qu'un autre détermine notre exposition au risque et chaque forme de vie sociale possède son portefeuille de risque particulier. L'application maintenant du portefeuille de risque. La perception des travailleurs représente le moyen privilégié par lesquels ils apprennent à comprendre le monde du travail en exerçant leur métier. Elle s'inscrit dans une praxéologie propre au métier. Il y a une pratique qui est propre au métier. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais travaillé comme mécanicien, mais j'imagine qu'il y a une routine de travail. Il y a une routine. Puis ça doit être pas mal pareil partout. Dans une mine, mettons, t'es foreur, la première routine à faire, ils ont enlevé le minerai la veille, là, avant ton chiffre, là. Mais là, c'est de sonder ton terrain. Bon, les roches, bon, il y en a une qui ne tient pas, tu mets une botte. Bon, une fois que c'est fini, tu as blasté, là. Il y a des places qui peuvent rester un peu de dynamite d'un trou. Mais là, ils vont appeler ça laver la face. C'est laver ton mur devant toi. Faut que tu laves ça. En tout cas, il y a tout un cycle de travail. Puis après ça, bien, tu commences, tu fais des traits pour savoir où tu vas forer. Tu fores tes trous. Dans le milieu, tu fais un bouchon qu'on appelle une cote. Mais ça, c'est tout un cycle de travail. Donc, une praxéologie propre. Il faut que tu le décomposes, le travail, pour savoir où est-ce qu'il y a le plus de risques. Où est-ce qu'il y a le plus de risques, là? Bien, c'est le matin en commençant, quand tu sondes ton terrain. Et aussi stupide que ça puisse être, l'organisation du travail dans les mines nécessite ça. Ce pas les mineurs qui ont choisi. Mais bien souvent, ils envoient les plus jeunes sonder le terrain. Mais si ton terrain, vous savez, du terrain, là, je n'ai pas de planche de bois en avant de moi, mais vous avez vu tout le monde déjà une planche de bois. Puis regarde, ça a un fil, une planche. Hein? Moi, je vois cette porte-là, on voit le fil. Là. Je sais que je prends une hache, puis je tape de ce côté-là, je ne vais rien fendre. Si je tape de l'autre bord, je vais fendre. C'est la même chose avec la roche. La roche suit un fil. Ça fait que si, là, tu vois que ton terrain, il descend comme ça, puis tu vas sonder là, bien, quand elle va tomber à la roche, elle va t'écraser. Tasse-toi un petit peu, là. Mais ça n'est souvent même pas expliqué aux jeunes mineurs. Plus maintenant, mais autrefois, ça n'était à peu près pas expliqué. Elle sexualise donc cette perception du risque-là, la pratique, à partir des sens que décrypte la culture ouvrière du mineur de fond. Elle s'appuie notamment sur le souvenir du travail, on peut appeler ça l'expérience, ainsi que sur l'expérience sensible. Ah, quand ça craque de même, c'est parce que c'est à veille de casser, au sens qu'Aristote donnait au terme. Elle organise donc cette perception-là des sensations en quelque chose de signifiant. Quand ça fait cling, 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 c'est dur. Quand ça fait boum, 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 c'est mou. Donc, ça peut tomber. À partir des expériences accumulées, bien, c'est à force de taper sa roche avec une barre de fer, tu vas comprendre quand c'est branlant ou pas. Excusez-moi, parce que des fois, j'arrête, parce que les termes qu'on emploie sous terre, c'est toujours des termes en anglais, puis j'essaie de parler en français. Mais ça, on appelle ça un lousse d'habitude. Une broche branlante. Elle permet donc, cette perception-là,
elle permet aux travailleurs, devant une situation donnée, de porter un jugement. Boum, 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 on pose une botte. 3 facteurs qui constituent le portefeuille de risque des mineurs de fonds. Moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, c'est ces 3 facteurs-là que j'ai étudiés. L'autonomie au travail. Un mineur de fonds, là, il se prend comme un petit entrepreneur. Ben, c'est comme ça que tu es, hein? Tu t'en vas dans ton bout de galerie, puis tu drilles, puis tu essaies de blaster à tous les jours. Pareil comme si c'était ta shop à toi. Tu n'as pas d'affaires avec les autres, là. Tu es dans ton... Les seules personnes avec qui tu as rapport, à part ton partenaire de travail, ça va être le corps de travail alternant avec toi, qu'on appelle le cross-shift. C'est le seul... c'est parce que s'ils ont mal posé des bottes, là, quand tu vas y voir, après ça, tu vas lui dire « mettez des bottes ». Parce que ça va nous tomber sur la tête, là. Tu comprends? Le cross-shift, le chiffre alternant, c'est bien important. La prime de rendement, parce que c'est un facteur de valorisation, je pense que je l'ai parlé suffisamment. Puis une forme de résilience, qui est un heureux mélange de résignation, d'abnégation, de courage, de déni, de fatalisme et de réalisme, fluctuant d'un individu à un autre et qui correspond à une forme de résilience ou d'accoutumance nécessaire. Tu sais, le monde travaille sous terre, là, ils se disent, quand je veux parler des risques, ils me disaient, ben écoute, si je traverse la rue, je peux me faire écraser. Ça, on appelle ça du déni. Il faut bien que je gagne ma vie. On appelle ça de la résignation. Faut que je nourrisse ma famille. Ça, on appelle ça de l'abnégation. Lesquels que j'ai écrits, parce que je ne m'en rappelle pas. Le réalisme, il y en a qui me disaient, c'est vrai qu'on a des accidents sous terre, mais il y en a bien plus d'un shop de viande chez Olimel. C'est vrai, il y a plus de chutes chez Olimel qu'il y en a chez les mineurs. Les mineurs sont plus instruits qu'à une certaine époque. Parce qu'à une certaine époque, c'est le fatalisme. C'était de dire, si c'est arrivé, ça arrivera. C'est écrit quelque part qu'il fallait que je meure ce jour-là. C'est affreux, hein? Mais jusque dans les années 80, c'est comme ça que les mineurs réfléchissaient. Par la suite, ça a changé un peu. Puis c'est une accoutumance nécessaire dans ce sens. Ben écoute, là, si t'es pas capable, va-t'en, ben non, habitue-toi. L'accoutumance nécessaire. Dans le cadre d'une recherche qualitative reposant sur l'observation participante, parce que j'ai participé et j'ai travaillé avec le monde, et sur l'analyse des récits de travail, ils m'ont raconté qu'est-ce qu'ils pensaient du risque. J'ai récolté dans le cadre d'entrevues semi-dirigées, nous avons étudié la perception du risque chez 20 travailleurs miniers, plus des gens en Europe et en Amérique du Sud, sous 3 angles distincts. La prise en charge de leur sécurité en raison de leur autonomie dans l'exécution de leurs tâches, parce que bien souvent, il y a des mineurs qui me disaient, je me demandais, qui s'occupe des risques à la mine? C'est nous autres. Puis là, je tournais, tu sais, des questions de témoins. Moi, mais c'est qui, là? Puis à un moment donné, je dis, ah ben c'est vrai, il y a le capitaine de sécurité. Le risque reposait seulement sur leurs épaules. C'est une mine, c'est un gros ensemble, là. Donc, il y a un sentiment de responsabilité fort développé et encouragé par l'organisation du travail. Le rapport à la prime de rendement comme incitatif, bien, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. On s'assurer d'une certaine reconnaissance auprès de leur pairs, parce que le boni, c'est doublement payant. C'est payant parce que tu as une plus grosse paye, plus que tu en fais, puis c'est payant parce que tu arrives à lunchroom, tu peux un peu te faire le fantasme et dire « c'est moi qui cause le plus ». C'est que tu as une reconnaissance sociale associée à ça, puis ça, la reconnaissance sociale, c'est beaucoup, puis en plus, tu as un bon salaire. C'est que c'est doublement payant. Puis leur sentiment du caractère inéluctable du destin, à savoir si c'est arrivé, ça arrivera. Il y a 3 groupes de mineurs que j'ai rencontrés. Il y avait 2 travailleurs sur 20 qui me disaient « c'est arrivé, ça arrivera », des fatalistes. La plupart me disaient « on apprivoise le risque, on finit par le calculer, le risque, puis comprendre comment on peut dealer avec ça au quotidien, Sylvain. Je prends des risques calculés. » Mais des fois, le calcul est un peu déficient, mais en tout cas, c'est calculé. Puis le dernier, le plus dangereux, lui, il me parlait du risque 0. Il me dit, un jour, là, dans les mines, il n'y aura plus pas en tout d'accident. Bien, lui, j'aimerais pas travailler avec lui. Parce que c'est le plus dangereux. S'il pense qu'il n'y a pas de risque sous terre, c'est parce qu'il y a un problème. Tu sais, c'est de la roche puis du métal partout. Tu sais, tu fais que tu as tourné vite, tu te cognes, tu vas te faire mal à la main. Là. En Europe, c'était pas mal comme ici. Puis au Chili, ils sont plus catholiques. Ils sont plus fatalistes aussi. Ils s'en remettent à Dieu plus facilement. Un peu comme nos vieux mineurs qui allaient à la messe à tous les dimanches. En conclusion, ces prochaines années, la santé et la sécurité au travail prendront de plus en plus d'espace dans la formation des élèves inscrits en formation professionnelle. N'est-ce pas, Robin? On travaille fort pour ça. Et c'était le temps qu'on y pense. Cette tendance déjà amorcée se reflètera également dans la formation universitaire des étudiants inscrits dans un bac en enseignement professionnel.
Le concept de portefeuille de risque semble de grand intérêt pour que des éléments de formation significatifs et adaptés à chaque métier puissent être enseignés ou pris en considération. Mais pour ça, on ne peut pas arriver avec du sur-mesure. Vous fassiez l'identification des risques possibles, puis vous fassiez parler vos travailleurs là-dessus. Puis à partir de ces perceptions-là, on adapte un plan de prévention. Puis ça marche. Puis si en plus il y a un petit incitatif financier ou plus de reconnaissance sociale accordée à ça, c'est excellent. C'est que ça le truc, c'est simple, hein? Mais c'est rien que ça. Le concept de portefeuille de risque est d'un grand intérêt pour des éléments de formation significatifs et adaptés à chaque métier puissent être enseignés ou pris en considération. Si la CSST est l'affaire de toutes et de tous, et cela inclut l'employeur, qu'il n'est comme pas là des fois, hein? Il est là quand ça y tente, là. La prise en compte d'un portefeuille de risque spécifique à chaque métier peut en effet s'avérer une avenue prometteuse exploitée dans le contexte de son enseignement. Parce que chez nous, dans les mines, quand il y a un accident, c'est toujours de la faute du travailleur. C'est toujours ça qu'on va essayer de faire passer. Mais tous les risques que ce gars-là a évités, ça, on va en faire abstraction. C'est toujours... Moi, quand j'ai commencé à travailler sous terre, mon père me dit un conseil. Il me dit, le premier qui t'énerve, c'est clé parce que les autres vont tout tomber sur la grappe. Puis le deuxième, c'était, si jamais, là, ils disent que tu es en faute, tu dis toujours que tu n'étais pas en faute. Parce qu'ils vont toujours essayer de faire porter le blâme sur toi. 34 ans de mine, ça parlait. Il faut remettre en question les critères d'acceptabilité du danger. Dire à un gars, regarde bien là, t'es peut-être bien mieux de la poser, tes bottes. Parce que le jour que le lousse va te tomber sur la tête, là, t'en feras plus de bonnie. Puis tes enfants, ils n'auront plus de père non plus. Là. Comment est-ce qu'ils vont vivre ce monde-là? En changeant les règles, les enjeux et incidemment la lutte propre à leur champ d'activité, on bouleverse toute la culture du risque des travailleurs et on change l'image qu'ils se font de leur métier. Ce ne sera pas facile à faire incorporer par les travailleurs. C'est pour ça qu'il faut partir de leur perception. Dans tous les cas, nous affirmons qu'il faut entreprendre toute forme de transformation du portefeuille de risque à partir des perceptions des travailleurs, ce qui a été négligé jusqu'à date du risque, tel qu'il est perçu. Puis quand on pose des questions aux travailleurs, ce n'est pas avec un questionnaire, mais avec un guide d'entretien pour avoir vraiment leur perception, que ce ne soit pas des questions, puis possiblement des réponses prêtes d'avance.